Merci donc pour cette petite transition musicale. Et donc après une première table ronde que Thomas nous a fait le plaisir d'animer tout à l'heure autour des éléments de valeur, et de la chaîne de valeur, on va dire, du e-sport et du sport connecté sur la Côte d'Azur et au travers de nos acteurs de la French Tech, et bien toujours dans une logique French Tech, et cette fois-ci dans un domaine assez différent mais en même temps très révélateur et très marquant pour notre territoire. 3 nouveaux invités que je vais laisser se présenter. Donc on a Romain Didier, on a Frédéric Bossard, on a Christophe Imbert. Donc tout à l'heure, je vais vous demander de décliner en fait qu'est-ce qui se cache derrière les noms que je viens d'énoncer. Et une thématique donc, qui va nous occuper jusqu'à 16 h, qui est celle de travel et data. Comment aujourd'hui, on a commencé tout à l'heure dans l'univers de la data par parler avec un focus tout à fait particulier sur les activités, les entreprises et les acteurs du sport, puisque même l'OGC Nice et l'équipe de volleyball de Cannes, merci à Victoria Rava d'être arrivée en fin de plateau, donc la data au service du monde du sport, y compris au niveau des équipes. Et avec vous 3 messieurs, ça va être la data, mais cette fois-ci dans un univers un petit peu différent, qui aussi est une des étiquettes de notre région, d'une certaine façon, sur un plan, je dirais, économique et technologique. Ça, c'est vous qui allez l'illustrer, parce que ce qui est important, sans doute, et je vous demanderai à chacun de vous 3, tout à l'heure, peut-être, de faire cette petite, je dirais, ce petit exercice de définition. Ne pas confondre tourisme et travel. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand à cette table ronde, vous allez parler de travel, et pourquoi vous avez décidé, en tant qu'industriel, de vous allier à l'intérieur de cette nouvelle alliance donc, qui s'appelle la Tourisme Alliance, la Travel Alliance, comment aujourd'hui on doit éviter la petite erreur qui consiste à agglutiner ce qui depuis des années a fait la gloire de la Côte d'Azur, le tourisme, et ce que vous messieurs vous défendez à l'intérieur de vos entreprises au travers de chacune de vos spécialités qui est le travel. Christophe, on commence par toi. Ok, donc merci Jean-François. Je m'appelle Christophe Imbert. Derrière moi c'est une entreprise, je ne sais plus si c'est une start-up, on a 40 clients sur les aéroports, des compagnies aériennes, et on fait une plateforme d'analyse prédictive pour permettre à tous les acteurs de trouver de nouvelles opportunités de route. Notre spécificité est d'utiliser des données de téléphone mobile, donc pour analyser du trafic porte-à-porte, pour identifier la zone de chalandise d'un aéroport par rapport à un autre, s'ils sont en concurrence. Par exemple, les 2 aéroports de Tokyo, Haneda et Narita, sont 2 aéroports concurrents qui se tirent la bourre pour capter du trafic. On pourrait imaginer qu'Orly et Roissy soient vendus ou privatisés auprès de 2 opérateurs différents. Ce sera aussi un changement de donne énorme pour l'aéroport de Paris. Donc nous, on fait que de la donnée, des algorithmes, beaucoup de maths, et puis on brasse des données à longueur de journée pour identifier de nouveaux acteurs dans le voyage. Je laisse Frédéric se présenter. Ça devrait fonctionner en principe, sinon tu voles celui de ton Oui, petit je vais camarade. prendre celui-là. Je ne vais pas te donner celui-là. Frédéric Bossard, donc je dirige une agence de communication Wakan, mais plus particulièrement ici, je dirige une start-up qui s'appelle DataMove, start-up qui a maintenant 4 ans, qui est de la gestion de flux d'informations, plutôt orientée aujourd'hui dans le domaine touristique, très implanté dans la Smart City. On a gagné 3 projets européens, dont un dernier qu'on finit fin juillet qui s'appelle Data Pitch. On a été la seule, d'ailleurs Eric en parlait tout à l'heure, de nos spécificités de start-up. Il faut savoir que nous, on a été la seule société française à être retenue dans ce système qui s'appelle Data Pitch, avec un système de projet européen. Donc nous, on travaille dans la data, et j'aime Jean-François, ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est très important, puisque il y a une logique entre nos sociétés. On s'est regroupé au travers d'un collectif qui se veut ne pas être une association de plus ou quelconque statut juridique de plus, mais simplement des sociétés de la région qui ont envie de travailler ensemble, de partager ensemble du business et de partager ensemble les réseaux. Parce que si on additionne l'ensemble de nos réseaux et tout le travail que l'on fait chaque jour en tant que chef d'entreprise, en tant que commercial qui va sur le terrain, ben quand on croise tout ça, on arrive à faire du business, et je pense qu'à plusieurs, on est beaucoup plus intelligent. D'où la transition. Plus on a de data, je pense que plus on est intelligent. Mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Plus on a de data, plus Romain va pouvoir s'amuser.
Bonjour à tous, Romain Didier, je suis responsable produit et développement chez Net Solutions Partners. Net Solutions Partners, c'est une société qui a été fondée en 1999 à Nice. À l'origine, on développait une solution de Web Analytics avant l'arrivée de Google. On a pivoté pour devenir une plateforme de routage d'emailing. Et aujourd'hui, on se présente comme une société qui développe donc une solution de data-driven marketing. On a, en gros, elle permet de coupler une solution une Customer Data Platform qui permet de faire de la collecte de données multisources via du web, qui est notre expertise d'origine, via du mobile, via de l'import, en se pluguant à des CRM par exemple, et derrière d'activer des campagnes marketing scénarisées via un outil d'automation marketing. Notre finalité, la finalité de la solution aujourd'hui, c'est de collecter de la donnée et de transformer cette big data en smart data en mettant en place tout un ensemble de processus, en allant jusqu'à aujourd'hui de l'intelligence artificielle avec des collaborations via le pôle SCS avec des partenaires du Smart Travel Experience, avec des partenariats aussi avec l'INRIA de Sofia pour travailler sur des algorithmes de machine learning. Et donc en dérivant aujourd'hui sur le travel, l'idée c'est de fournir à nos clients du travel aujourd'hui une solution qui va leur permettre de mieux connaître le customer journey en fait, de leurs clients et d'être capable de les suivre dans leur phase de recherche au départ en fait, avant l'achat de voyage, de les accompagner en fait, pour leur proposer des activités pertinentes pendant leur voyage et derrière de récupérer aussi le feedback de ces voyageurs à la fin de leur voyage. Et tout ça donc pour améliorer en fait la connaissance client de nos clients, de nos propres clients, quoi. Voilà. Alors ce que vous représentez tous les trois messieurs aujourd'hui, c'est dans le cadre de cette logique French Tech, une véritable chaîne de valeur. C'est la capacité à s'articuler, c'est la capacité tout en restant dans des métiers qui sont propres à chacun, mais en fait à être dans quelque chose où on voit que le flux de données va pouvoir en fait bénéficier à trois verticales métiers, mais au final, et c'est là que c'est intéressant, c'était dit tout à l'heure également par Eric Léandri à la table précédente, ce qui est important, c'est que ça bénéficie en finale aux clients, hein, c'est le fameux customer centric. Donc aujourd'hui, cette chaîne de valeur, elle a cet objet. Tout à l'heure, j'ai vu passer là dans la foule Georges Fritsch, donc, qui est aussi un des acteurs locaux avec un moteur de recherche Gralon qui est connu, avec aussi un outil Sentimentic. Et aussi parce que tout simplement son implication dans e-startup qui est un des piliers de la French Tech, comme Christophe et Frédéric sont impliqués dans Télécom Valley, qui est un autre des 4 piliers territoriaux de notre French Tech azuréenne. Comment aujourd'hui vous pourriez illustrer, comment aujourd'hui vous pourriez expliquer cet enrichissement mutuel que va vivre la donnée quand elle va passer au travers de vos différents services et qu'à un moment ou à un autre, elle va avoir des vies différentes, à des moments différents, mais toujours sur sur cette cible tout à fait spécifique qu'est l'accompagnement dans cet univers, cette chaîne de valeur et cet écosystème qui est celui du travel. Je dis bien le travel, et une fois de plus, quand on sait que sur le territoire, il y a un tout petit acteur qui s'appelle Amadeus, qui pèse quelques milliers d'emplois, on comprend qu'on est dans quelque chose qui est une véritable industrie, avec un grand I, et que ce monde-là attend aussi la flexibilité et l'agilité de start-up de votre taille. Comment est-ce que vous pourriez, cette chaîne de valeur, nous l'illustrer, nous la compléter un petit peu? Ok, alors, je vais avoir une approche qui va être une approche client. On appelait ça un passager il y a encore quelques années. Une compagnie comme Air France parle de passager toujours. Mais le passager, on ne sait pas pourquoi il voyage, on ne sait pas où il va. On fait un aller-retour journée pour aller à Paris. On va à un enterrement, à une réunion. Air France ne sait pas où le client va. Le seul moyen pour la compagnie aérienne de savoir votre destination finale, c'est si vous avez paumé votre valise, parce qu'on vous la livre. Ça, c'est le premier point. Et quand on a tendance à parler de CRM dans le secteur du transport aérien ou du tourisme, CRM, ça veut vraiment dire « can't remember me ». Donc, on n'a aucune info sur le client. On ne sait pas où il va, on ne sait pas d'où il vient. Si on a une approche purement client, il y a une vingtaine d'années, on achetait un billet d'avion. Il y a même encore 10 ans. Et puis, en ayant acheté ce billet d'avion parce qu'on avait un bon deal, on trouvait un hôtel sur place
Et puis ensuite, quand on arrivait, on allait à l'office de tourisme pour voir ce qu'on allait faire. Maintenant, on va sur un site comme Airbnb où on découvre une activité et puis Airbnb vous les propose en fonction de vos inspirations ou Datamove aussi. Et quand ce site va vous proposer quelque chose, eh bien, tout va se construire autour de ce package. C'est-à-dire que la partie transport, qui avant était un peu la matière noble, va devenir le transport bus un peu paupérisé au milieu du truc, où on trouve en plus des billets d'avion de moins en moins chers. Et une compagnie aérienne, c'est ni plus ni moins transporter d'un point A à un point B. Donc quand on a une logique comme un système de résa, comme Amadeus qui part de l'avion pour arriver aux autres solutions on appelle ancillary travel en anglais, c'est les trucs annexes qui rapportent un peu. Ces trucs annexes qui rapportent un peu, c'est ce qui fait la marge d'une compagnie aérienne comme Ryanair, qui marge à 20%. Et Air France a perdu 262 millions au premier trimestre. Je parle du résultat net, pas du résultat d'exploitation, qui est encore beaucoup plus déplorable. Donc on est dans une industrie qui consomme beaucoup, une industrie qui coûte cher. On a beaucoup d'investissements, les hôtels, les transporteurs ont vraiment des coûts fixes qui sont très élevés, donc il y a un besoin de changement. Donc si on part de cette approche client, nous on s'est adapté à ça en créant Smart Travel Experience, qui n'est pas un cluster, qui n'est pas un groupe, qui n'est pas une association, parce qu'on est... beaucoup de boîtes sont ici, mais on a une boîte en Suède, on a des partenaires parisiens, et ce qu'on souhaite, c'est être ensemble pour co-créer, co-construire, faire des sujets de recherche aussi, parce que dans le tourisme, la recherche, ça n'existe pas. Le tourisme, c'est BTS tourisme, souvent dans l'esprit des gens. Donc il n'y a pas de chercheurs en tourisme. Si on avait Philippe de Dieuleveux, peut-être, des chercheurs qui voyageaient ou des chercheurs d'or, on n'a pas vraiment de recherche dans le tourisme, alors qu'il y a des sujets hyper importants autour de ce qui touche aux algorithmes, intelligence artificielle, modèles de choix. Et nous, sur les modèles de choix, on travaille avec des gens comme Amadeus. Moi, personnellement, je viens de chez Sabre, le concurrent d'Amadeus aux États-Unis. Et donc, on est vraiment sur un modèle qui évolue. Et notre groupe et notre cluster permet de regrouper des gens dans une chaîne de valeur avec une envie qui est de collaborer aussi. Parce que si Romain fait la partie web analytique, on ne va pas faire un module nous. On a intérêt à travailler ensemble. Ça va plus vite. Faire des offres packagées en commun, c'est le modèle du chassé en meute. Répondre à un appel d'offres en commun où on se dit on pourrait équiper une compagnie aérienne ou un opérateur touristique tous ensemble en couvrant plus que ce qu'offrirait un grand acteur du secteur. Et actuellement, même face à Amadeus, on voit SAP qui se lance dans le tourisme. Ils ont juste une appli qui gère toutes les applis de notes de frais des voyages d'affaires. Concours. Donc ils contrôlent toutes les données. Et toutes les données sont de plus en plus contrôlées par de gros groupes ou fragmentées. Donc on a vraiment cette chaîne de valeur à co-créer ensemble. Fred. J'ajouterais qu'on est bien dans la dynamique de la French Tech, puisqu'on s'est réunis au travers de ce label. On a créé notre espace en fait au niveau tourisme. Et l'idée vraiment, elle est de travailler ensemble et de développer. Alors, pour répondre à ta question, Jean-François, je pense qu'en fait, nous devons, et ce qui va nous différencier, pour qu'on soit aussi leader, c'est de faire une offre packagée qui réponde à une demande et à la demande client. Et aujourd'hui, quand on voit le travail que fait Milan Amos, Christophe, on est sur du B2B, B2C, nous au travail sur de la donnée pour le consumer final aussi, et on voit bien la logique. On voit bien la logique que la personne va quelque part réserver son billet d'avion, prendre l'avion, arriver à destination, se connecter sur nos bases, et nous on va leur offrir au travers de data une sélection et à un instant T tous les événements qui se passent sur un territoire donné, et après toute l'analyse en fait web pourra se faire par NSP. Donc on a bien en fait une belle histoire à raconter, et cette histoire on peut en mettre des acteurs avant le voyage, donc avant le travail de Milan Amos, on peut en mettre après les analyses, parce que des analyses, il faut en faire quelque chose, c'est pas uniquement que des chiffres. Donc on est, et si je vous dis ça, c'est aussi de lancer un appel en disant que on a eu des sociétés, on a des sociétés locales, on a des sociétés internationales grâce à toi, mais l'idée c'est vraiment qu'on soit le plus possible pour vraiment chasser en meute et faire une offre complète qui sera très difficile pour un autre acteur de mettre en place et d'avoir la même offre, puisqu'on sera tous excellents, entre guillemets, on s'en va pas des fleurs, mais excellents dans son domaine. Et je pense que c'est ça notre force, et c'est grâce
à Télécom Valley qu'on s'est retrouvé à cette association grâce à la French Tech, puis grâce aussi à l'envie d'eux. Et je pense le fait qu'on a, on a une envie sur ce territoire, et Jean-François va pas me dire l'inverse, vraiment de développer et d'aller de l'avant. Et ça me plaît. Moi, je peux pas dire l'inverse, mais je suis animateur, donc je suis pas partisan en principe. Oui, mais je t'englobe quand même. Pour répondre un peu à la question, l'enrichissement de la donnée cliente est très importante. Au niveau du travel, en fait, le travel, c'est aussi, à mon sens, un moyen de se déplacer et d'aller faire des activités ailleurs. Les activités, elles peuvent être professionnelles, elles peuvent être dans le cadre personnel. Typiquement, il y a des liens à faire grâce à toute cette connaissance, à travers des outils aussi comme Datamove, pour aller collecter en fonction de la destination d'un voyageur, d'aller connaître ce qui va se passer autour de cette destination, et à travers notre outil pouvoir aller proposer au moment donc avant le vol ou pendant le vol ou à l'atterrissage, d'aller proposer en fait des informations, d'aller lui proposer des activités qui vont être en fonction de ses préférences à lui. Étant donné qu'on va savoir qu'il préfère aller voir le foot, on pourrait lui proposer une offre pour un match qui est pendant son séjour à Nice. S'il préfère le volley, on peut aller très bien lui proposer un match du Racing à aller voir à Cannes. Donc, oui, c'est ça qu'il faut. Voilà. Et donc en fait, on est dans un secteur qui est quand même qui est par son nom en fait dans le mouvement, et où en fait il y a énormément de choses à apporter en complémentarité des autres secteurs, et donc de fournir en fait des outils comme ça qui permettent de mieux comprendre en fait ses propres clients et de leur proposer des choses intéressantes derrière. C'est tout l'intérêt en fait de ces collaborations, et donc je pense que c'est une très bonne chose. Par exemple, pour citer un cas très simple et concret, 3 histoires. La première, on a un membre dans notre groupe qui s'appelle Constance. On était dans les mêmes bureaux avant. Un jour, il parle d'un mec qui est chez Air Berlin. Il me cite le nom. Il dit, il a un nom italien. Je dis, pourquoi vous voulez travailler avec eux? Il me dit, oui, mais ils ne nous connaissent pas. Il était dans mon équipe avant. Donc je l'ai appelé, ça a facilité la signature d'un deal. Le 4 juillet, le jour de l'indépendance, pas de la Corse, mais des États-Unis, vous invitez Air Corsica, qui est un de vos clients, et vous allez nous le présenter pour voir comment on s'organise autour d'un déjeuner, pour échanger, voir s'il y a des besoins pour nous, pour Fred, chez Air Corsica, pour tout le monde. Donc c'est un effet enchaînement et cluster. Et on a mappé un peu les... Alors si je parle des dirigeants de compagnies aériennes, il y en a à peu près 400 dans le monde. Je ne parle pas d'Air France, ils n'en ont pas actuellement. Mais sur ces dirigeants de compagnies aériennes, je crois qu'on connaît collectivement 300, 350. Donc on a un super réseau qui permet aussi de faciliter d'appeler quelqu'un très facilement chez un client. Pour répondre à ta question, Jean-François, tourisme ou travel? C'est une question philosophique. Le touriste, c'est quoi? Le touriste, c'est quelqu'un qui est déjà arrivé ici, qui va consommer sur place. Le travel, c'est toute cette chaîne du voyage, cette expérience client de bout en bout. Vous avez entendu, il y a 2 semaines, Accor s'est positionné pour reprendre les actions de l'État chez Air France. Un sujet intéressant. Pourquoi est-ce que Accor, hôtelier, rachèterait Air France? Parce que la user experience, ça rapporte 1 milliard par an. Parce qu'il y a de la data, parce qu'on pourrait contrôler une chaîne de bout en bout. Et là encore, Airbnb, il y a 3 ans, a annoncé qu'il voulait offrir une expérience client de bout en bout. Donc la compagnie aérienne, qui était un peu la race des seniors ou le mode cavalerie, risque de devenir le transporteur de bus local. Oui, d'être paupérisé au milieu. Vous savez à combien on achète des sièges d'avion entre Paris et la Tunisie? On vend des packages d'une semaine à 50 € que vous rachetez à 250 en pensant avoir fait un super deal. Puis on va vous vendre plein d'options sur place, mais la semaine de vacances avec l'avion est vendue à 50 €. Donc on est sur un métier où il faut trouver de nouveaux moyens de faire des marges, il faut trouver de nouveaux business models, et cette expérience travel va absolument tout changer. Et on est également dans une profession où dans le tourisme, on a fait la même chose depuis 50 ans, 30 ans. Vous savez, 25 ans que je suis dans le tourisme, je vais à un salon, je vois toujours les mêmes personnes qui sont au même poste. Ça incite pas trop à l'innovation.
Donc quand on passe en mode start-up, c'est un peu le lavage de cerveau quand on démarre sur un nouveau truc, pour avoir de nouvelles idées, disrupter, changer les choses. Et la façon dont on voit les données, je crois tous ensemble, c'est avant on regardait l'historique pour essayer de comprendre l'avenir. Alors ça marche super bien mathématiquement parce qu'on est sur des trucs avec des saisonnalités. On manque de peau, il y a des compagnies low cost maintenant. Avant on partait l'été, c'est compliqué. Donc maintenant, les compagnies qui réussissent sont des compagnies low cost qui ouvrent de nouvelles routes, qui vont vers des marchés qui n'existent pas. Donc on n'a plus besoin d'analyser le passé, on essaie de trouver des données comportementales dans le futur, de comprendre les comportements à venir plutôt que d'analyser l'historique du passé. Et ça, c'est un très grand changement mental qui fait que l'analyse de données est en train de changer radicalement. Le big data amène qu'on a des milliards de données. Oui, on a des milliards de données, mais chacun a un petit peu un bout de données. Il est très difficile de reconstituer le trafic sur un part du marché ou autre. Donc et puis, il y a aussi des synergies à trouver entre différentes boîtes, entre différents groupes, entre l'hôtelier a l'habitude de travailler d'une certaine façon, la compagnie aérienne d'une autre, l'office de tourisme en bout de ligne. Comment on met tout le monde à une même table? Il y a 5 ans, on était consultant pour l'île de Madère. Avant, ils avaient les charters qui arrivaient le samedi, qui repartaient le samedi. C'était super. Tout d'un coup, Ryanair et EasyJet sont arrivés, ils volent tous les jours. Les gens font des séjours de 4 jours. Première réponse des hôteliers de Madère, non, on ne peut pas faire, nous on vend que des semaines. Bon, ben vous allez crever, messieurs. Donc il va falloir se mettre autour de la table, réfléchir. Et ils ont construit de nouveaux produits. Et le tourisme, c'est une partie de toute cette expérience travel. C'est vraiment une partie infime. Alors ce côté disruptif là, qu'on devine au travers d'exemples comme celui que tu viens de mentionner, de cet écosystème touristique sur Madère, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui le mettre aussi en perspective de ce qui se passe sur notre région? Et Frédéric, par exemple, toi de ton point de vue aussi, cette chaîne, je dirais, de solidarité entre les entreprises, tout à l'heure ça a été mentionné dans l'univers du sport, aujourd'hui dans celui que vous représentez tous les trois par exemple, il est notoire puisque vous êtes là ensemble et que personne ne vous a contraint par la force à le faire, c'est que vous êtes là donc en représentant une dynamique que vous co-construisez. Comment est-ce que cet élément, je dirais, qui va permettre au territoire de s'enrichir et aussi d'être un peu plus accueillant et un peu plus, je dirais, dans le bénéfice, parce qu'il faut un moment ou un autre aussi parler du carburant qu'on doit mettre dans nos véhicules à tous et dans celui de nos enfants pour les générations à venir. Comment est-ce que cette chaîne de proximité que peut représenter aussi lapsus révélateur, la French Tech, va pouvoir s'illustrer, par exemple, dans votre domaine à vous, très précisément? Là, en fait, on se rend compte que grâce à ces associations, déjà, on a une vision beaucoup plus large d'un territoire, parce que comme le disait Cédric lors du précédent plateau, c'est vrai qu'à un certain moment, on connaissait Nice connaissait Nice, Cannes connaissait Cannes, et Sofia connaissait Sofia et Grasse. Aujourd'hui, avec la French Tech, on a cette vision des 4 territoires. Et on se rencontre, on se parle, on échange, on vient se voir. Ça veut dire qu'on se découvre et qu'on découvre d'autres sociétés. Et donc là, ça permet de rencontrer des personnes, de voir comment on peut mettre en place des deals et comment on peut faire en fait une offre qui soit globale et intéressante. Et je pense que effectivement notre rôle doit être de se rencontrer, de dynamiser économiquement le territoire, de créer bien évidemment des emplois, de créer du business. Dire qu'on gagne de l'argent, je sais que c'est pas bien en France de gagner de l'argent, mais je pense qu'aujourd'hui on peut le dire, qu'on est là pour gagner de l'argent, parce que gagner de l'argent c'est aussi payer de l'URSSAF, c'est aussi payer nos charges, c'est aussi avoir des salariés et c'est faire tourner l'économie. Donc je pense qu'on doit être fiers de ça et que notre job, il faut qu'on le développe encore plus. Nous, chefs d'entreprise, on est là pour... non pas pour être les chefs, mais simplement pour être les locomotives et aller de l'avant et montrer cette dynamique. Cette dynamique, elle doit être suivie et on doit avancer tous ensemble. Et plus que le territoire, parce que la French Tech, on parle de la French Tech aujourd'hui de Nice-Côte d'Azur ici, mais j'ai envie de dire que c'est la French Tech et c'est le symbole French Tech au niveau national. D'où l'intérêt de se rencontrer aussi sur d'autres salons, d'où l'intérêt de partir en meute sur le CES Las Vegas. Je ne sais pas si on arrivera à vendre quelque chose aux Américains, mais en tout cas les Américains verront qu'on est là. Et nous, petite société, Datamove, eh ben, il y a 2 mois, on était sur le salon de la Smart City à New York. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que faisait Datamove à New York? Alors à part visiter New York, mais on a également pris plein de contacts. On a des contacts avec une ville comme Los Angeles.
Et sans en fait tous les acteurs, et là je pense à la région qui nous a aidés, à Larry qui nous a aidés pour aller sur ce salon, ben sans tout ça, on n'arriverait pas à avoir une belle visibilité. Et si j'ai un pied, moi, sur Los Angeles, et que je peux faire du business, ben je vais emmener mes collègues. Parce que moi, je ne vais pas aller vendre ce qu'ils font, ils le font très très bien, et puis je ne vais pas leur proposer la même chose, parce que j'en serai incapable. Et donc l'idée, c'est de dire qu'il y a quelqu'un qu'on envoie, une personne qui va aller fouiner, qui va utiliser son réseau, qui va prendre des contacts et puis il va dire oh je suis pas tout seul hein. Derrière il y a toute une région qui est avec moi et si vous voulez on peut vous ramener un certain nombre de personnes et c'est ça notre force. Et tu parlais de lapsus de Télécom Valley, le Télécom Valley est je pense la base et notre base d'association, je parle transversale dans le domaine du numérique au niveau de la région. Après, on se retrouve tous associations au niveau de la French Tech. Et puis après, montons au niveau national et voire international. Il faut qu'on travaille ensemble. C'est une obligation maintenant. J'en profite pour souligner et pour féliciter nos amis canois qui sont les petits nouveaux entre guillemets de la French Tech Côte d'Azur et qui sont en cours de structuration. C'est quelque chose de très récent. On était vendredi dernier à un exercice qui s'est tenu au Suquet des artistes. Thomas de Pariante qui organisait la table de tout à l'heure a été une cheville ouvrière de cet exercice et c'était vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Et nos amis grassois aussi, puisque nous on était à une soirée lundi dernier, soirée French Tech de Grasse. Grasse qui se structure et puis qui nous surprend très positivement et tant mieux parce que c'est vrai que on avait peut-être tous tendance à être qui à Nice, qui à Sofia un peu trop concentré sur son territoire et cet exercice aujourd'hui nous permet d'être totalement dans la transversalité. Romain, toi comment tu le vis? Alors moi c'est très simple en fait, ce que je vais décrire c'est que donc, notre société aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, a été créée en 99. À l'époque, donc moi j'étais pas encore dans la société, mais mes associés à l'époque ont eu beaucoup de mal à trouver en fait des partenaires et des clients dans la région. Notre solution vise donc Smart Profile vise principalement des ETI, des grands groupes. Et à l'époque, pour trouver ces partenaires-là, un de mes associés, donc le responsable de la société aujourd'hui, Julien Musso, a été obligé de monter sur Paris. Parce que tous les grands groupes étaient concentrés là-bas et qu'à l'époque, en plus, si on n'avait pas un bureau à Paris, les grands groupes ne voulaient pas travailler avec nous. Aujourd'hui, depuis 2 ans, en fait, 2-3 ans, on a décidé en fait de refaire revivre en fait notre réseau ici, de re-rencontrer des gens et pour avoir pris une grande part dans ce processus, je peux dire qu'avec les associations French Tech, Télécom Valley, Pôle SCS, en l'espace de 2 ans, on a monté énormément de partenariats, donc que ce soit avec des entreprises, avec des plus grandes entreprises, avec des startups, mais aussi avec des laboratoires de recherche, ce qui était encore très compliqué il y a quelques années. On a réussi à rencontrer, à avoir accès à des personnes aussi qui, en étant tout seul, seraient très compliquées à toucher. Là, via ces réseaux-là, on peut avoir accès à énormément de personnes, à énormément d'énergie aussi également. Avec nous aujourd'hui dans l'idée de se dire profitons de toute cette énergie qui se crée, qui se concentre aujourd'hui via toutes ces associations, via ces différents pôles. Profitons-en en fait pour être plus forts et comme disait Cédric tout à l'heure, devenir des leaders déjà dans notre secteur au niveau français et puis après remonter sur Paris, montrer tout ce qu'on fait et après passer une marche encore supérieure pour aller attaquer en fait encore plus loin en fait et à l'international. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément en fait de force ici pour réaliser tout ça et c'est moi la vision que j'en ai, c'est la vision aussi de mes associés et c'est vraiment très intéressant. Est-ce que le message qu'on doit entendre, c'est aussi qu'il faut quelque part se sentir en tout cas décomplexé par rapport à un clivage, on va dire Paris-Reste du monde, Paris-Province, hein, pour se la faire bien franchouillard. Et est-ce qu'aujourd'hui, comment dire, on a transcendé cette posture, ce que Frédéric Bossard mentionnait tout à l'heure, donc avec le fait d'attaquer le marché américain et de pouvoir être un ouvreur et ensuite de faire venir une fois le terrain ayant été exploré, ce que Christophe fait régulièrement sur le sud-est asiatique également, l'Inde, où tu as beaucoup d'activités également. Comment aujourd'hui, on se sent légitimement décomplexé, on se sent mieux, justement parce qu'il y a ces réseaux que tu viens de mentionner, que tous les trois vous avez mentionné, Christophe? Alors,
Je dirais si je suis ici une semaine par mois, ça doit être bon. Un peu plus en ce moment parce que ma femme a eu un accident de tennis. Mais sinon, notre marché, il est mondial. Le touriste, le voyage, c'est un marché global. Il n'y a pas de marché français. Alors je vais prendre 2 exemples. Dans notre pseudo-structuration, on n'est pas une association, on n'est pas un cluster, ça ressemble à une ZAD, notre truc. Hein. C'est une zone d'activistes du travel qui ont envie de bosser ensemble. Donc on est animé par ZAT, voilà. Zone adaptée au travail, ou au tourisme, ou au travel. Donc dans notre organisation, on s'est mis comme objectif aussi cette année d'aller... il y a des salons internationaux et il y a un salon de l'innovation touristique qui s'appelle Focusrite, qui est aux États-Unis et en Europe et en Asie. Et on va envoyer un stand l'an prochain avec des membres de notre groupe. L'objectif, c'est de l'accélération et une très grande visibilité. Donc on n'envoie pas les boîtes. Notre spécificité, c'est qu'on a tous au moins un produit et un client. On n'est pas dans l'accompagnement de projets émergents ou du mec qui veut ubériser je ne sais quel métier. Donc on est vraiment dans une volonté business. On a également négocié avec Topresa, qui est le salon français du tourisme, qui est parisien, qui était à Deauville avant, donc il était en province. Un stand où on sera avec le Welcome City Lab, qui est parisien, qui accélère les boîtes du travel. Donc en fait, on se met ensemble, tous ensemble, d'une manière opportuniste. Alors moi, ma vision Paris, province, territoire, pour moi, c'est hyper compliqué. J'ai un passeport français, un passeport britannique. Même Brexit ou pas Brexit, on voyage dans tous les pays. J'ai travaillé dans une quinzaine de pays déjà, donc je dirais, on prend les opportunités là où elles passent. Je dirais un peu avec... on n'a pas de clients dans la région, mais je pense que dans ce secteur, pour beaucoup de boîtes, c'est le cas. On a surtout des clients à l'international. Nous, 70% de nos clients sont internationaux, et là, nos derniers clients sont les aéroports japonais. Voilà. J'ajouterais de notre côté... alors, c'est pas de l'international puisqu'on est sur territoire français, mais aujourd'hui, le client que l'on a chouchouté et qu'on travaille énormément, c'est, outre le comité régional du tourisme, bien évidemment, mais Saint-Barth, où on a signé, nous, et on travaille sur tout ce qui est... Saint-Barth à Nice-Nord. Saint-Barth à Nice-Nord, oui, c'est ça. Donc... oui, il y a Johnny. Donc, bon, plus sérieusement, donc c'est vrai qu'on a été remarqué par le comité du tourisme de Saint-Barth et on a pu travailler avec eux. Alors vous allez me dire, c'est une petite île, donc ça voudrait dire qu'ils discutent facilement. Ben non, justement, c'est une petite île avec près de 200 restaurants, 25 km², 200 restaurants, beaucoup de boîtes de nuit. Et ben ils ont beaucoup de mal à échanger l'information et à donner l'information à leur comité du tourisme. Notre système a permis de remonter l'information. Et puis en plus... on a eu quelque chose, on a pensé que ce serait un stop à notre business et ça a été un accélérateur, c'était Irma. Où donc en décembre, l'île a été entièrement ravagée par l'ouragan Irma. On a pensé que le comité du tourisme voudrait freiner notre démarche. Et en fait non, ça a été un accélérateur et on a été un effet levier pour dire regardez, non, mais on se reconstruit immédiatement, on refait tout immédiatement et en plus on a continué et on va dans le digital et maintenant on va travailler sur une approche digitale avec des bornes interactives à l'aéroport entre autres. Donc vous voyez, c'est... une capacité au rebond et à l'agilité qui est quand même quelque chose d'assez admirable. Voilà. Et moi, ça nous permet, j'ai envie de dire, d'avoir un pied dans les Antilles, et dans les Antilles, une signature Saint-Barth est une signature qui est remarquée et remarquable pour d'autres. Et ben, ça va me permettre de pouvoir proposer à d'autres personnes de la French Tech de venir sur ce territoire parce qu'il y a vraiment tout à faire et ils sont complètement intéressés pour devenir une Digital Island. Alors, puisqu'il nous reste quelques brèves minutes, j'aimerais qu'on fasse un petit pas en avant vers la fin de cette année 2018. Va se tenir ici sur la région donc un exercice assez prestigieux autour de la donnée, de l'intelligence artificielle et dans lequel on nous a demandé à nous French Tech d'être associés tout simplement parce que au nombre des actifs de notre French Tech, tout territoire confondu, ici sur la Côte d'Azur, on a quelques acteurs de la donnée qui peuvent lever la main quand on parle de big data ou quand on parle d'intelligence artificielle. Or, tous les trois, vous êtes des manipulateurs de données, vous êtes des consommateurs de données, vous êtes aussi à votre façon des producteurs de données. Aujourd'hui, cet ensemencement du territoire, dont il faut rappeler quand même qu'il est porteur de quelques laboratoires qui, en leur temps, ont été historiquement des points d'ancrage et de focus
sur tout ce qui était l'actualité qui à l'époque n'était que scientifique. Je pense à l'INRIA, le CNRS et d'autres laboratoires de l'université de Nice. Aujourd'hui, cet univers qui était à l'époque un univers de laboratoire, un univers de chercheurs, est descendu dans la rue au travers des startups. Ces startups, quelques-unes, vous en faites partie dans le côté data crunching et consommation. Il y a aussi un écosystème qui est celui des gens qui se projettent un peu plus loin dans l'intelligence artificielle. Si on fait un pas en avant et qu'on se projette sur Innovative 2019, l'année prochaine, à cette même table ronde, qu'est-ce que vous allez raconter quand on va parler données, intelligence artificielle et transport? Juste, je voulais rajouter à ce que tu disais. Aujourd'hui, donc, on consomme beaucoup de données. Je pense qu'aussi, nos trois sociétés, aujourd'hui, on enrichit la donnée. On est enrichisseur de données, en fait. On traite énormément de données, de la big data, comme je disais tout à l'heure. Et aujourd'hui, nos sociétés permettent d'en tirer, en fait, de la smart data qui va être réinjectée, en fait, et qui va apporter énormément de choses. Grâce à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, grâce à des partenariats qu'on a montés tous avec des labos de recherche. On en est qu'au début aujourd'hui, mais il y a énormément à faire. Et donc, c'est quelque chose aussi qu'il faut ajouter. C'est vraiment, je pense qu'on est des enrichisseurs de data. Et rien que pour des compagnies dans l'aérien, pour le travel, enfin pour le travel en général, on apporte énormément à ces sociétés-là en enrichissant aussi leurs données, en fait. Frédéric ? Bah alors, dans un an de plus, l'objectif, là, on finit donc ce projet qui s'appelle Data Pitch. C'est la création d'un chatbot sur de la donnée chaude avec donc la donnée événementielle. Et on travaille également sur l'expérience client. Parce que l'idée n'est pas de faire, l'idée n'est pas uniquement de travailler de la donnée, mais de réfléchir à ce que le client final souhaite avoir. Et l'intelligence artificielle va nous permettre de comprendre le client et de lui apporter la bonne information au bon moment, au bon endroit. Et ça, c'est l'objectif. Aujourd'hui, je ne prétends pas qu'on puisse le faire. Je pense qu'on s'oriente vers là. Je pense qu'on donne de l'information. Je pense qu'on traite de la data. Je pense qu'on est aux premières étapes de l'intelligence artificielle. Moi, je voudrais donner et parler de Raphaël Troncy, de notre laboratoire Eurecom qui travaille avec nous, qui a pris des parts au sein de notre société DataMove, qui est spécialiste de la sémantique et de l'intelligence artificielle. Et c'est grâce, et tu le disais, c'est grâce à ces laboratoires que nous, start-up, on fait le lien entre la recherche pure et dure, qui n'est pas du tout, je dirais, commerciale, à visée commerciale à la fin. Et nous, on prend ces données-là, on prend ce travail-là, on le formate sur des outils qui vont donner de la valeur et de l'intérêt au public final qui va l'utiliser. Et c'est nous qui sommes le lien, le pont qui va permettre de passer de la recherche à un outil qu'on utilise tous les jours. Ce que tu es en train de faire là, c'est issu de la recherche et tu es en train de tapoter sur un téléphone. Et comme moi je fais tous les jours, et s'il n'y avait pas eu des chercheurs, on tapoterait sur rien du tout. On tapoterait sur des bambous et ça ferait un bruit abominable. Comme dirait Philippe Laville. Messieurs, je crois que dans quelques instants, on va nous passer un écran de pub et nous dire que notre table ronde est terminée. Je pense qu'on n'a pas tout abordé parce que le temps était compté. Mais allez, je te laisse la dernière parole. Juste pour conclure, en fin de compte, c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est un truc qui existe depuis 30 ans. Et puis, on a des ordinateurs qui parlent vite, qui puissent permettre de le faire. Nous, on fait on utilise des bases de graphes, des réseaux neuronaux pour faire de la simulation. On vient de se rendre compte qu'on faisait de l'intelligence artificielle. L'objectif pour nous l'an prochain, je pense, c'est qu'on annoncera un partenariat avec un très gros acteur du secteur et plusieurs autres. J'espère qu'il y en aura dans le groupe aussi pour faire le best of breed de l'industrie et faire la plus grosse plateforme de données qui sera une plateforme de données à dimension globale. Juste avant de terminer, par exemple, nous, un exemple concret en fait, que je peux apporter dans le domaine du travel avec un de nos clients. On collecte en fait énormément d'informations chez un client aujourd'hui qui fait de la location de voitures. Une grosse partie de son activité, c'est pour des touristes en fait, qui vont partir le week-end en famille à partir de Paris. La grosse problématique qu'ils avaient à l'époque, ils étaient contents parce qu'en fait, ils vidaient pour le week-end leur parc de voitures. Sauf que ils savaient en fait qu'ils avaient de l'indisponibilité, qu'ils allaient frustrer en fait des clients à eux. Aujourd'hui, avec une solution comme la nôtre, ils ont été capables en fait de comprendre en fait l'indisponibilité, de travailler dessus et d'aller reproposer des solutions derrière qui vont permettre d'optimiser leur parc de voitures
de eux ne plus perdre aujourd'hui de la clientèle parce qu'ils n'avaient plus de voiture, et aussi de ne plus frustrer les clients et d'améliorer en fait l'expérience de leurs clients parce que leurs clients allaient trouver une voiture au moment où ils en avaient besoin, quoi. Et aujourd'hui, je pense que c'est tout un tas de choses comme ça. Donc ça, c'était juste un embryon, mais c'est tout un tas de choses évoluées qu'on peut mettre en place. Et ça illustre le fameux virage vers l'économie dite du quaternaire, comme l'aiment bien nos économistes français, celle de l'usage et pas celle de la possession. C'était un magnifique panel que vous nous avez donné, messieurs, avec des exercices et des traductions du mot travel et du mot data qui étaient très différents, qui étaient totalement complémentaires, avec une illustration de ce que on a raison de faire, et je pense que tout à l'heure ça a été dit haut et fort, et nous aussi on va le dire aussi haut et aussi fort, à se rassembler, à donner du temps, parce que je rappelle que vous êtes des chefs d'entreprise et que le bénévolat dans lequel vous êtes impliqués, par exemple à l'intérieur de cette French Tech, c'est des heures que vous ne passez pas à faire avancer vos propres boîtes, ce qui veut dire aussi que ce sont des heures de sommeil qui vous manquent à la fin de la semaine. Et donc merci pour cet effort constant que vous faites. Comme tout à l'heure, nos petits camarades Cédric, Eric et tous les autres acteurs qui aujourd'hui se baladent sur les couloirs d'Innovative City et qui sont estampillés du petit coq de la French Tech. Merci pour ces éléments que vous avez partagés avec le public qui était là et les questions que ça va susciter. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, rendez-vous à Innovative City 2019. Merci et bravo.